Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. École fermée le matin, suppression des trains, extinction des feux tricolores. Voici quelques exemples de la circulaire qu'Europe 1 a pu consulter en exclusivité. Elle se trouve sur le bureau des préfets et concerne le plan de délestage du gouvernement, actionnable en cas de tension sur le réseau électrique dès janvier. Une confirmation, Baptiste Morin, les services d'urgence seront aussi aux abonnés absents. Elisabeth Borne en appelle aux préfets. Ils seront au cœur du dispositif en cas de délestage. Ce sont eux qui vont gérer la première conséquence, l'interruption des communications. Téléphonie et Internet ne fonctionneront pas. C'est écrit noir sur blanc dans cette dernière version de la circulaire que nous avons pu consulter en exclusivité. Cela confirme l'information qu'Europe 1 a révélée la semaine dernière. Les services d'urgence ne seront pas joignables en cas de délestage. Matignon mise tout sur le 112, le seul numéro qui passe par toutes les antennes, quel que soit l'opérateur. Mais le document n'assure pas que ce numéro sera joignable à coup sûr. Les préfets recevront la carte des zones qui resteront non couvertes et la circulaire prévoit une permanence dans les mairies pour aiguiller les Français vers les services de secours, mais aussi un renforcement dans les centres de réception des appels d'urgence 2 heures avant et 2 heures après le délestage. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Alors précision d'importance, 40% de la population devrait être épargnée par ces délestages. Ce seront tous les petits vénards qui auront la chance de se trouver sur les lignes, d'être raccordés sur les lignes électriques dites prioritaires. Deuxième jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le président de la République égratigne la politique commerciale américaine. Super agressive, affirme-t-il, propos tenus hier à l'occasion d'un déjeuner avec des parlementaires américains. Dans la ligne de mire, la volonté de l'administration Biden de doper les entreprises américaines à coup de subventions, 430 milliards d'euros. C'est le montant de ce plan anti-inflation. On ne sait pas si Emmanuel Macron en a parlé hier soir lors d'un dîner avec le couple Biden. Une chose est sûre, Jacques Serret, il compte bien en reparler ce soir dans le cadre plus solennel de la Maison-Blanche. Oui, bien qu'il soit reçu avec les plus grands égards, Emmanuel Macron n'ignore pas que son entretien dans le bureau ovale aura des allures de bras de fer. Alors en petit comité, devant des élus du Congrès américain, le chef de l'État s'échauffe et montre les muscles. L'Inflation Reduction Act est super agressif pour nos entreprises, dénonce-t-il. Et le locataire de l'Élysée d'enfoncer le clou dans un discours pour la communauté française à l'ambassade de France. Il y a un risque aujourd'hui, c'est que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement. Les choix faits, en particulier l'Inflation Reduction Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous. Commentaire d'un conseiller de l'Élysée, nous ne sommes pas venus à Washington pour célébrer l'alliance. Si l'on veut avancer, nous avons besoin de traiter les vrais sujets. Comme s'il s'agissait pour le chef de l'État d'envoyer un message à l'administration Biden. Le faste protocolaire ne suffit pas. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis. Dans l'actualité ce matin aussi, grosse pagaille en perspective à la SNCF ce week-end. Les contrôleurs ont déposé un préavis de grève. Un mouvement qui concerne uniquement les TGV et les intercités. 4 trains sur 10 seulement en moyenne en fonction des destinations. Les syndicats réclament des hausses de salaire. Incompréhension de la direction alors que les négociations annuelles débutent la semaine prochaine. Incompréhension aussi des usagers comme l'explique Michel Quidor. C'est le vice-président de la Fédération des usagers des transports. On va encore perturber, sinon hypothéquer totalement le week-end des gens qui travaillent, qui rentrent chez eux, qui vont voir de la famille. On est impliqué, on nous met dans un conflit sur lequel on n'a aucun pouvoir. C'est une question à traiter entre la SNCF, ses salariés et puis la direction. Mais nous, on est en quelque sorte instrumentalisé pour servir de moyen de pression. Nous, on respecte tout à fait les revendications, sauf qu'on n'y peut rien. Et encore une fois, les usagers sont complètement passifs dans un conflit dans lequel ils n'ont aucun pouvoir. Michel Quidor, le vice-président de la Fédération des usagers des transports avec Chloé Lagadou. Cette grève pourrait se répéter pendant les fêtes de fin d'année. 3 syndicats ont déposé 2 nouveaux préavis pour le week-end de Noël et du Nouvel An. Autre grève, celle des médecins libéraux. Beaucoup de cabinets fermés aujourd'hui et demain. Les praticiens réclament une multiplication par 2 du tarif des consultations. 50 € contre 25 actuellement. 50 €, ils demandent, c'est beaucoup. À 3 jours du premier tour de l'élection à la présidence du Parti Les Républicains. Europe 1 continue de suivre les coulisses de cette campagne avec chacun des candidats. Après Bruno Retailleau hier, on s'intéresse aujourd'hui à celui que l'on présente comme le favori, Éric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes est sur le point d'achever un tour de France des militants qui l'a emmené à Strasbourg hier. Alexandre Chauveau s'est glissé dans ses pas. Reportage.
10h hier, Éric Ciotti arrive en gare de Strasbourg. La nuit a été courte. C'est tous les jours à peu près le même rythme. C'est la dernière ligne droite. Ce qui me motive, c'est que les Républicains retrouvent la première place, non pas pour eux-mêmes, mais pour redresser la France. Le candidat déambule sur le marché de Noël, se fait offrir des produits locaux. Des fameux bris de l'œuf. Bon, formidable. Et visite la cathédrale. Mais le point d'orgue de sa visite, c'est sa rencontre avec les militants. Quelques dizaines de chaises et le portrait du président Sarkozy accroché au mur, symbole de la dernière victoire de la droite à la présidentielle. Il faut qu'on refasse un parti vivant, un grand parti moderne, ouvert sur la société. Il faut dépoussiérer, on ne soit plus rabougri. 13h, Éric Ciotti reçoit en vidéo le soutien de Laurent Wauquiez. Je lui suis reconnaissant. Ça veut dire qu'on a une méthode, nous avons un leader. Voilà la feuille de route et l'objectif, c'est la présidentielle de 2027. Le candidat quitte Strasbourg à la mi-journée pour rejoindre Saint-Étienne. La course contre la montre est enclenchée. D'ici demain soir, Éric Ciotti tiendra encore 3 réunions publiques. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Nouveau 49-3 à l'Assemblée, le 7e depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon. Cette fois, c'est pour faire passer le projet de budget de la sécurité sociale. La NUP annonce le dépôt d'une motion de censure dans la foulée. Et puis l'agression de cet octogénaire à Cannes en août dernier avait profondément choqué, d'autant que la scène avait été filmée. Ces agresseurs présumés au regard de la loi ont comparu devant un tribunal. Première audience à huis clos pour ces 3 adolescents de 14 et 15 ans. Le tribunal pour enfants hier, avant une audience ultérieure pour fixer leur peine. Un sentiment, les 3 mineurs n'ont apparemment manifesté aucun remords. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Oui, et durant cette audience, l'agression de la vieille dame captée par une caméra de vidéoprotection a été diffusée. On y voit un jeune homme frappant violemment l'octogénaire dans le dos, la faisant lourdement chuter, puis un autre jeune s'emparant de son sac, pendant qu'un troisième adolescent semble filmer la scène avec son portable. Lui a été relaxé, mais ses 2 copains maintenus en centre éducatif fermé dans l'attente de leur peine. Angèle a été hospitalisée 8 jours, elle garde des séquelles et dit avoir peur aujourd'hui de sortir de chez elle. Hier, pour la première fois, elle a été confrontée à ses agresseurs. Qu'ils soient punis parce qu'il y en a trop. Il y en a trop qui se font agresser. Qu'on fasse justice. L'avocat de l'octogénaire déplore l'attitude à l'audience des jeunes agresseurs, loin de faire profil bas. Une attitude totalement inappropriée encore, détachée des faits. Alors oui, on nous a présenté peut-être des excuses, une lettre toute faite avec un argumentaire ou un vocabulaire qui n'était pas propre à un enfant de 14 ans, mais on n'a pas ressenti de la sincérité véritable, une prise de conscience. Ça fait 3 mois qu'ils doivent réfléchir sur les faits, on l'a pas senti. Les 2 adolescents reconnus coupables connaîtront leur peine au printemps lors d'une seconde audience à huis clos. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et le soleil est en train de se lever sur Doha au Qatar. Les Bleus ont bien dormi. Bah oui, ils sont qualifiés pour les 8e. Alors il faudra quand même montrer autre chose contre la Pologne qui hier face à la Tunisie. Défaite 1-0, une fin de match amère et confuse. Cyril de la Morinerie, les Bleus ont cru égaliser grâce à Griezmann, mais finalement, non, but refusé sur hors-jeu après le coup de sifflet final. Oui, en tribune, même le plus emblématique des supporters des Bleus, Clément d'Antibes, a été déboussolé par cette fin de match confuse. J'ai rien compris. Après, il y a eu l'arbitre, il est parti, il est revenu. Ça a été ubuesque là. En fait, l'arbitre néo-zélandais a bien sifflé la fin de la rencontre. Des caméras sont d'ailleurs entrées sur le terrain. Certains diffuseurs ont même rendu l'antenne. Mais Matthew Kanger, la main sur l'oreille, a été appelé par la VAR. Et après avoir visionné les images, il a décidé d'annuler le but de Griezmann pour une position de hors-jeu au départ de l'action, à la grande surprise de Didier Deschamps. On avait égalisé. Après, reste à voir si ce qu'a fait l'arbitre est réglementaire ou pas, parce que, étant donné qu'il a sifflé la fin du match... En fait, l'arbitre peut faire appel à la VAR après le coup de sifflet final à un détail près, précise l'ancien arbitre international Patrick Lermite. Si il y a eu la remise en jeu sur le coup d'envoi, la VAR ne pouvait pas intervenir. Donc on ne peut plus revenir en arrière. Or, le jeu a bien repris, le but aurait donc dû être validé, ce qui a poussé l'équipe de France, qui partage cette analyse, à déposer un recours auprès de la FIFA. Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar, France-Pologne, ce sera dimanche à 16h. Voilà, les Polonais, ils ont perdu 2-0 face à l'Argentine, mais ils sont qualifiés. Voilà, merci Christophe Lama.